Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est une vidéo genre chit-chat, discussion. Avant, c'était comme ma vidéo bilan de l'année, puis analyse avec plein de statistiques, de tableaux et tout ça. Puis, c'est pas ça que j'ai envie de faire cette année. En fait, ce que je veux retirer de cette vidéo-là, c'est extraire les bons coups de 2024 pour essayer que ça soit des bons coups en 2025, mais aussi voir où est-ce que je pourrais aller, dans quelle direction je pourrais aller par rapport à mes lectures, qu'est-ce que je devrais prioriser comme lecture dans le but d'avoir une année 2025 exceptionnelle. Je considère que tout le monde veut essayer d'avoir une bonne année de lecture, mais moi, actuellement, je veux mettre les bouchées doubles dans le sens que, à force de lire beaucoup de livres puis de faire des concepts et tout ça, parfois on oublie les auteurs qui ont été des coups de cœur pour nous, on oublie de voir l'essence peut-être des maisons d'édition qui fonctionnent vraiment avec nous. Donc, c'est un petit peu ça que je veux analyser aussi aujourd'hui. J'ai pris quelques petites notes, mais j'ai aussi je disais qu'il n'y aurait pas de tableau. 2 tableaux, plusieurs tableaux, mais je les utilise pas de manière régulière. Il y en a un, c'est un tableau avec tous mes coups de cœur depuis 2016. Puis qu'est-ce que j'essaie de faire avec ça, c'est de noter les auteurs que j'ai relus ou pas. Donc, tu sais, quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de cœur dans une année, j'essaie au moins de le relire parce qu'il y a quand même une forte probabilité que j'ai de nouveau un coup de cœur pour cet auteur-là ou cette autrice-là. Donc, il y a un tableau comme ça. J'ai aussi un tableau avec les auteuristes au top, dans le sens qu'il y a des auteuristes qui ont été plusieurs fois dans mes tops au fur et à mesure des années. Donc, peut-être aussi prioriser ceux-là. Si, tu sais, y être déjà une fois, c'est bon. Y être 2 fois, c'est exceptionnel. Donc, peut-être que les relire une 3e fois, ça garantirait une autre lecture géniale. Et j'ai aussi mon tableau des auteuristes les plus lus. Celui-là, je le prends avec un grain de sel parce que je considère pas qu'actuellement le top 10 de ces auteuristes-là correspond à ce que je lis en ce moment. Il y a comme eu des circonstances, puis des petits livres que j'ai lus beaucoup, puis des auteuristes que j'ai lus beaucoup dans mes premières années que je lis plus aujourd'hui, que je pourrais lire aujourd'hui, mais en tout cas. Donc, il y a un petit peu tout ça que je veux regarder aujourd'hui, puis ressortir l'essence d'informations importantes par rapport à 2024. Une des premières choses que j'ai remarquées dans mes statistiques, cette année, j'ai lu 120 livres, qui correspond similairement à un nombre égal ou proche aux autres années, aux 3 dernières années particulièrement. J'essaie de comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, 2020, 2021, c'était des années de pandémie, donc surtout 2020, j'ai lu abondamment. C'est pas facile de comparer avec une année comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai lu moins de pages malgré que j'ai un nombre similaire de livres lus. Qu'est-ce que ça veut dire? Particulièrement cette année, ça veut dire que j'ai commencé à inclure des livres audio, donc ça ne rentre pas dans mon nombre de pages. Et ça veut dire qu'avec la vie qui va vite, avec mes responsabilités qui ont augmenté, la vie de famille, surtout l'aspect mère de tout ça, qui a pris beaucoup de place, je lis de plus en plus des petits livres. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais, mais tu sais, ça remet en perspective que, tu sais, c'est juste des chiffres, c'est juste des nombres de pages, c'est juste des nombres de livres. Et ça m'a amené à une grande décision cette année. J'ai décidé de ne pas mettre de défi Goodreads. Je ne mets pas de livres, je ne quantifierai pas la quantité de livres que je veux lire cette année. Il y a plein de livres que je veux lire, c'est pas une question, mais je mets pas de chiffres parce que je ressens pas le besoin. C'est l'année passée, j'avais mis 50 puis j'ai lu plus que 50 livres. Mais comme je veux même pas jouer à ce jeu-là, tu sais, à la limite, je mettrais 1, mais encore une fois, c'est un peu niaiseux. Donc, je ne mets pas de défi de nombre, de quantité sur Goodreads. C'est intéressant parce que sur Instagram, de ce temps-ci, il y a quand même beaucoup de nouveaux comptes. Tu sais, c'est facile de se faire des comptes sur Instagram comparativement à YouTube. Puis il y a comme, je revois ça, là, un retour aux défis, aux différentes catégories à chaque mois, puis de défis de se donner un nombre à la fin de l'année, un défi de montrer tout ce qu'on a lu au fur et à mesure de l'année, puis tout ça, puis de checker des cases. Puis on dirait que je me sens vraiment plus dans un tel esprit. Tu sais, oui, je me suis fait 25 livres que je veux lire, mais
C'est pas inspiré de défis spécifiques pour cocher des cases spécifiques. C'est vraiment comme par rapport à moi-même. C'est très introspectif. Fait que, en tout cas, je réfléchissais à ça, comme ça, ici. Il y a une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée de mon année 2024 et c'était un objectif, mais là, je pense que je vais être encore meilleure à le suivre. C'était de lire les livres que je m'achetais ou que je recevais en service de presse très rapidement. Vous voyez sur 54 ajouts, puis ça inclut là, vraiment très large, là, mes achats, des services de presse, des cadeaux. J'en ai lu à la fin de l'année 40. Puis ça inclut quand même des obligations que j'ai pas eu le choix de lire, peut-être des livres que j'aurais pas nécessairement lus dans ma vie. Donc 2025, je m'attends quand même à ce que ça soit vraiment beaucoup moins que ça. Tu sais, avant mes obligations, j'étais peut-être à 20 livres. Là. Après 6 mois, j'avais pas grand-chose dans mes livres ajoutés. Même, je pense, en septembre, j'étais quand même pas si loin que ça. Donc 54, ça a pris un gros boom dans le dernier tiers de l'année. Ce qui est le fun quand même comparé à ça, c'est que 54 livres, c'est beaucoup, là. Je trouve pour moi dans une année comme ajout, mais on voit avec le montant que j'ai dépensé que ce ne sont pas tous des livres que j'ai achetés. Donc, si vous avez vu le défi d'Emash, la lectrice, de diminuer en bas de 500 la quantité d'argent que vous allez débourser pour des livres, ben j'ai réussi haut la main là, en 2024. Donc, je ressens pas nécessairement que c'est quelque chose que moi, j'ai besoin ou que je veux. Je sais que je suis pas une grande acheteuse de livres. Juste vous faire un heads up que si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, MH la lectrice lance ça en 2024. Donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer en 2025. Même, je vous dirais, être un petit peu plus assidu encore. Je sais pas si c'est réaliste de se dire d'avoir un objectif de 100%. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai lu, compte tenu qu'il y a quand même des choses ici que je veux libérer aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Lorsqu'on reçoit un livre puis on le lit immédiatement, au lieu de le faire poireauter sur nos bibliothèques, ça m'emplit de bonheur. Donc, je veux vraiment continuer dans la recherche du bonheur. Puis, il n'y a rien de plus fun que de lire une nouveauté rapidement lorsqu'on a acheté ou reçu cette nouveauté-là. C'est quelque chose aussi, là, dans mes statistiques cette année, forcément, avec le Gala du roman québécois, j'ai lu énormément de livres de 2024. Ça n'a pas toujours été des succès, comme n'importe quel ouvrage qu'on lit, mais on dirait que j'ai une relation amour-haine avec ça. J'aime ça parce que je me sens vraiment au fait des nouveautés de la littérature québécoise parce que je déroule la liste, puis je regarde les avis, puis je suis vraiment comme investie par rapport à ça. D'un autre côté, je me sens un peu comme les personnes qui sont dans la vague de popularité, sauf que la littérature québécoise, elle a rien de comparable en termes de popularité que tous les phénomènes BookTok anglophones. Donc, je suis comme, bah, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être pas si in que ça d'être full à la page en termes de livres québécois. Dans le dernier tiers de l'année, les livres audio ont commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie, puis c'est quelque chose que je veux continuer à intégrer en 2025. De voir là, comment ça me plaît, si j'ai envie de continuer ça ou non. J'ai l'impression que ma relation avec la lecture en audio est différente. Je pense peut-être être un petit peu moins sensible, moins touchée par les œuvres que j'écoute en audio, comme j'ai lu Prendre son souffle de Geneviève Janel en audio. Puis j'ai l'impression que si ça avait été un livre que j'avais lu, j'aurais peut-être fondu en larmes. Je disais donc que je sentais l'émotion, mais les larmes n'ont pas coulé. Fait que peut-être ça à explorer, on verra. Puis, ben, si vous avez peut-être vu mon Instagram, j'ai reçu une liseuse dans le temps de Noël, donc ça aussi, c'est intéressant. Je veux vraiment l'utiliser comme deuxième option dans le sens que si je suis pas capable de trouver un livre physique, puis ça m'est arrivé à quelques reprises pour des livres, justement, publiés cette année de différentes maisons d'édition, particulièrement de Mortagne, la nouvelle série Réconfort, pas capable de les trouver, puis parfois, ben, ça prend quand même du temps aux bibliothèques de les acheter. Donc, s'il y a une possibilité que je puisse les avoir en prêt numérique, puis je veux, juste voir de quoi ça a l'air comme ouvrage, ça me donne quand même une option de plus. Donc ça, je trouve ça bien intéressant. On verra comment je vogue là-dedans en 2025. Je voulais analyser un petit peu mon top 10 de cette année parce que, comme je vous disais, je suis à la recherche continuelle et pour 2025 tout particulièrement, d'avoir des bonnes lectures et de vivre des trucs. Donc, je vais essayer de me baser sur ce qui a coté fort en 2024
pour peut-être que ça cote fort encore en 2025. Donc, dans mon top 10, si on fait juste parler de genre littéraire, j'avais 6 romans contemporains, ce qui est quand même très plausible compte tenu que j'ai lu 56 de romans contemporains, 60 ouvrages en tout. Donc, c'est quand même ça, ma tâche, c'est ça que je lis le plus. Puis, ben, ça correspond bien si c'est aussi le plus de romans contemporains qui étaient dans mon top. Donc, quelque chose d'équivalent là-dedans qui fonctionne. J'en ai lu le plus, c'est ça qui avait le plus dans mon top. Ça veut dire que je lis les bonnes choses. Il y avait aussi 2 romans de science-fiction. C'est intéressant, ben là, ils étaient comme un petit peu séparés dans mes affaires entre science-fiction puis dystopie. J'en lis pas tant que ça de la science-fiction. Vous voyez, j'en avais lu 13 ouvrages, donc 12% à peu près. Mais ça a tendance, de façon générale, à être plus favorisé. Ça me fait vivre des émotions que j'aime vivre. Ça reste imprégné en moi. Donc c'est pas la première fois que je me dis ça. Prioriser les science-fiction, dans mon cas, c'est gagnant. Et il y avait un roman historique avec Mille soleils splendides. Donc, j'en ai lu une dizaine. J'en lis pas énormément des romans historiques. Là, c'est sûr qu'il y avait une portée différente parce que c'est Khaled Hosseini, mais j'ai souvent l'impression, surtout les romans québécois historiques, tu sais, qui se passent comme au début du 19e siècle et tout, j'ai souvent l'impression qu'il y a rien de plus qui est dit. J'aimerais ça trouver des auteuristes peut-être qui sont particuliers, mais j'ai l'impression que si je veux que les romans historiques fonctionnent comme ça fonctionnait l'année passée avec Deux sœurs pour un roi, il faut que je sorte de l'historique du Québec au début des années 1900, au début du 20e siècle, parce que ça, c'est pas nécessairement l'époque qui me dérange. Je sais pas. Ça, souvent, je trouve que c'est bon, mais sans plus. Tu sais, ça cote pas plus fort que ça. Ça me fait pas vivre plus d'émotions que ça. Donc, sortir du Québec, sortir du siècle dernier, ça pourrait être des bonnes options. Deux sœurs pour un roi, tu sais, avec Philippa Grégory, ça, c'est déjà dans mes plans. Puis, ben, Khaled Hosseini, c'était pas dans mes plans. Mais là, lui, justement, c'en est un que j'ai échappé qui aurait tellement dû faire partie de ma liste de 25 livres pour 2025 parce que Khaled Hosseini, en regardant mon petit tableau, ça fait 2 fois en 2 ans qui est dans mon top. Donc, définitivement, je pense que si je veux avoir un coup de cœur presque sans question, sans questionnement, de manière évidente, ben je pense que lire un autre Khaled Hosseini, c'est ça que je devrais faire. Il y en a des plus récents aussi, je sais pas, on en a quand même entendu moins parler, ils sont plus populaires, je pense que c'est Les Serveurs de Kaboul, qui est mon préféré entre les deux. Alors, je vais rajouter là, Khaled Hosseini à ma liste d'auteurs que je devrais lire cette année. En parlant de maison d'édition, j'ai remarqué quelque chose de bien intéressant. Dans mon top cette année, il y avait 2 livres de la maison d'édition Le Cartanier. Il y avait le roman d'Isoline, puis la version qui n'intéresse personne. Et vous savez combien d'ouvrages de la maison d'édition Le Cartanier que j'ai lu cette année? 2. Donc, 2 sur 2. 100% des ouvrages que j'ai lus de cette maison d'édition-là se sont classés. Ça veut me dire qu'en 2025, je dois être plus attentive aux publications du Cartanier. Il n'en publie pas énormément. Cette année, vous voyez, on avait juste un roman qui fonctionnait, le roman d'Isoline, même s'il y a eu d'autres ouvrages publiés, il y avait des récits. Le Miraculé pourrait être bien intéressant, qui a été publié en 2024. J'ai entendu des bonnes choses à propos de ce roman-là. Mais ça me dit qu'en 2025, prioriser les trucs du Cartanier, c'est fort probablement très positif. C'est pas une maison d'édition dont j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Il faudrait peut-être que je regarde rétroactivement s'il y avait d'autres choses du Cartanier que j'avais bien aimées. Ça me frappe pas là, rapidement comme ça, mais définitivement à garder en tête. Autre maison d'édition, information intéressante, mais peut-être de l'autre sens, la maison d'édition dont j'ai lu le plus d'ouvrages cette année, c'est Le Méac, avec 9 titres, et il y en a aucun qui s'est classé. Un proche avec Makina, mais aucun qui s'est classé dans mon top de l'année. Donc ça me dit peut-être que le MEAC n'a pas une ligne directrice complètement en synchronicité avec moi. Donc, peut-être d'essayer d'aller voir d'autres maisons d'édition au lieu de Le Méac. Et j'ai lu 5 Librex, qui est la 2e maison d'édition dont j'ai lu le plus de livres. Et ça, je sais pas trop comment l'analyser parce que le Librex qui est dans mon top de 2024, il était en première place avec Fanny Rainville. Je sais que j'aime la maison d'édition Librex. Ça a tendance à être quand même plus grand public comme ouvrage, alors peut-être que Cartanier l'est un petit peu moins. Ça me fait réfléchir peut-être sur mes allégeances, mes préférences de maison d'édition.
Je vous disais que j'ai lu 50 livres publiés en 2024 cette année, c'est quand même exceptionnel. Puis il y en a quand même 5 dans mon top qui ont été publiés en 2024. On pense à Poudreuse, on pense à Elle, on pense à Tout me revient maintenant, Sélection artificielle, ah, le roman d'Isoline. Puis il y en a quand même plusieurs qui ont été publiés là, très, très dernièrement, genre Exa, je pense que c'est 2023, Les Insoumises, c'est 2022, puis il me semble qu'il y en avait un autre 2023, la version qui n'intéresse personne. Donc oui, j'ai fait des petits concepts où je lisais des ouvrages de 2024 que personne n'avait lus, des ouvrages qui sortaient vraiment de ma zone de confort, mais quand même, j'ai réussi à trouver des trucs, j'ai bien écouté les échos, et j'ai trouvé des romans qui me plaisaient vraiment beaucoup, qui sont très actuels. OK, dans mon top, dans mes auteuristes que j'aimerais bien relire, là, j'ai vu que M.P. Boisvert, celle qui a écrit Au cinquième, celui-là, c'est une autrice que ça fait plusieurs fois je dis que je veux la relire, mais elle n'avait rien publié d'autre. J'ai vu qu'elle a écrit ou qu'elle va publier quelque chose dans la collection Zodiac de La Mèche. Je ne sais pas exactement là, si c'est autour des signes astrologiques. Je pense qu'il y avait un recueil de nouvelles de Zodiac que je pourrais peut-être lire. De ce que je comprends, il y a comme des petits romans qui sont associés au signe Zodiac. Là. Pour M.P. Boisvert, le roman qui s'en vient, ça serait sur le signe astrologique Vierge. J'imagine que c'est le sien. Puis j'ai vu qu'il y avait Ariane Lessard qui avait écrit La Balance, qui est le mien. Donc ça pourrait être intéressant. Peut-être le collectif de nouvelles, s'il y en a bien un, là, si je divague pas. Puis là, je sais pas, genre, c'est quoi ma relation par rapport à ça, dans le sens que, est-ce que lire un autre signe astrologique va nous faire autant comme relate que lire le nôtre, tu sais, je sais pas ce qui est plus fort dans ma tête à vouloir relire M.P. Boisvert ou lire mon propre signe astrologique. Donc, je suis un petit peu en débat intérieur par rapport à ça. Il y a 2 auteurs aussi qui avaient fait partie de ma liste de 2022 que j'ai pas vraiment remis sur mon radar. Kazuo Ishiguro, j'avais lu Auprès de moi toujours, puis ça avait fait partie de mon top, donc ça serait peut-être à garder en tête. Puis un auteur qui écrit de la science-fiction, Neil Shusterman, j'avais beaucoup aimé la série Sight. Le 2e tome, c'était même classé dans mon top de cette année-là. Il y a Dry qui pourrait être intéressant, donc il y a ça là, qui chemine dans ma tête. J'ai comme un tableau avec une liste d'auteurs et d'autrices à relire parce qu'ils avaient fait partie de mes tops durant les dernières années. Mais dépendamment si ça fait plus longtemps, on dirait que je suis plus récalcitrante. Je me dis, ben, ça fait longtemps, est-ce que ce livre-là serait encore un de mes tops aujourd'hui? Même si j'ai fait l'exercice là, dans mes 8 ans sur YouTube, mais c'était quand même au feeling. Je les ai pas relus, ces livres-là, donc il y a cette réflexion-là. Lisa Wingate, entre autres, qui avait écrit, il me semble que c'était comme un roman, une fiction historique. Tu sais, je sais pas à quel point je veux vraiment la relire aujourd'hui. Simone Veil, je sais pas si elle a écrit autre chose. Il me semble que oui, j'ai déjà posé cette question-là, puis je me suis auto-répondue dans une vidéo. Mais là, c'était vraiment très personnel. C'était son histoire dans les camps de concentration et tout ça. Donc, je sais pas à quel point je voudrais vraiment la relire. Micheline Lachance, je l'avais relue. En fait, j'étais pas sûre. Je pense que j'avais Lady Cartier ici, que j'ai décidé que j'allais sortir de ma maison parce que je tiens pas tant que ça. Mais j'ai un peu cette relation-là avec elle aussi, dans le sens que, tu sais, est-ce qu'il était un petit peu par dépit dans mon top cette année-là? Je suis plus la même personne que lorsque j'ai fait ce top-là. Michelle Obama, j'aimerais vraiment beaucoup la relire. C'est un ouvrage qui me revient fréquemment en tête, des petits moments, et je sais qu'elle en a écrit un autre. Donc ça aussi, ça pourrait peut-être être comme dans ma liste à mettre de l'avant. Alyssa Cole, c'était comme dans une romance. Je sais pas à quel point ça me tente. On dirait que je suis vraiment moins portée aussi à faire des choix plus internationaux. On dirait que je suis plus portée à relire des auteuristes québécois. Il y avait un objectif que je m'étais donné en 2024 que finalement j'ai vraiment mis de côté parce que ça fonctionnait pas avec tous les autres objectifs, qui était de lire des auteuristes franco-ontariens, franco-ontariennes. Puis vu que j'étais à fond dans le québécois, on dirait que ça fonctionne pas. Puis je me sens un petit peu en dilemme. On dirait que je me tire d'un côté puis de l'autre parce que je me dis, la littérature franco-ontarienne aussi, elle aurait besoin d'un petit push, qu'on l'aime et tout ça. C'est difficile de faire les deux, comme je peux difficilement faire les deux en même temps.
Peut-être que 2026 sera cette année où j'essaierai de joindre mes 2 identités, mais là, on dirait que je vois pas comment faire ça maintenant. Tu sais, c'est sûr que parfois, je vais peut-être lire des auteuristes, franco-ontariens, franco-ontariennes. C'est arrivé quelques fois en 2024, mais tu sais, c'était un petit peu par accident, tu sais, c'était pas de manière consciente, alors que c'est quelque chose que j'ai déjà voulu et que je voudrais encore, mais je pense pas que c'est le bon X actuellement. Je suis pas à la bonne place pour que tout se mette en branle, là. J'ai aussi une catégorie d'auteurs dans une troisième chance. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé un de leurs ouvrages, un de leurs romans. Le deuxième, ça a comme pas passé. Donc là, je veux lire un troisième ouvrage de ces personnes-là pour comme faire un tiebreaker, pour vérifier est-ce que c'est plus dans le camp du oui ou dans le camp du non. Je vous en ai pas parlé. Mais Josie Adler-Olsen, c'en est un qui est un petit peu dans ce camp-là. J'ai commencé sa série de Cold Case, le département 5, je pense, il y a plusieurs années, là, au début de ma chaîne. J'avais beaucoup aimé le premier tome, puis lorsque j'avais lu le deuxième tome, j'avais pas vraiment aimé. Puis là, j'ai vu que le troisième tome, je pense qu'il s'appelle Délivrance, est en audio. Au début, je voulais le mettre pour janvier, mais je pense que je vais le lire plus en février parce que j'ai déjà 3 livres audio que je veux lire en janvier. Mais ça pourrait être intéressant aussi de relire ces auteurs-là puis de faire un tiebreaker, de voir où est-ce que j'en suis. Même chose pour Catherine Cusset. J'avais tellement aimé son premier ouvrage, le deuxième, très déçu. Annie Burroughs, c'est Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui est un ouvrage épistolaire historique sur la Deuxième Guerre mondiale, me semble. Puis, c'était comme un petit bonbon, tu sais. Mais le deuxième, La manufacture de chaussettes inusables, en tout cas, c'était un drôle de titre, puis ça n'avait pas vraiment fonctionné. Fait que je sais pas, tu sais, à quel point je veux mettre de l'énergie là-dedans aussi. Patrick Ness qui a écrit quelques minutes après minuit, puis j'en avais lu un autre, ça n'avait pas tout à fait fonctionné. Ben j'ai mis Patrick Isabelle dans celui-là à cause de Eux, nous, lui, puis j'ai essayé de lire sa série Anna Caritas. En même temps, c'est comme deux mondes très, très différents. Puis je sais qu'il y a bien d'autres ouvrages dans le MEAC. Je pourrais peut-être me faire une vidéo de troisième chance, on pourrait. Puis Mishka Lavigne, que je vous avais parlé avec Havre, que j'avais relu avec Copo, puis ça n'avait pas eu le même effet. Je pense qu'il en a un autre, donc je pourrais réessayer ça. J'essaie de voir. Mais en même temps, ça me garantit pas beaucoup des coups de cœur, considérant que il y a eu un oui puis un non. T'sais? Fait que je sais pas si je vais aller dans cette direction-là. C'est peut-être plus risqué pour essayer d'avoir des coups de cœur cette année. Il y a une chose que je voulais aborder un petit peu avec vous très, très rapidement. Je devais faire une vidéo de mes abandons de cette année. J'en ai abandonné 18. Puis la plupart, je les ai commencés, mais tu sais, j'étais vraiment pas rendue très loin. Puis je voulais faire une vidéo et je me suis rendu compte en regardant la liste de ces ouvrages-là que de un, je ne saurais pas quoi vous dire outre que je les ai abandonnés. Même l'année passée, je me suis rendu compte en regardant les motifs, les raisons pourquoi j'abandonnais les livres. Puis c'était juste comme sans intérêt, mal construit, sans intérêt. Il n'y avait pas nécessairement de raison outre le fait que comme l'écriture me parle pas, l'histoire me parle pas, les thématiques me parlent pas, le tout en général ne m'interpelle pas. Donc, j'ai décidé de ne pas faire cette vidéo-là parce que je voyais juste aucun intérêt à moi qui vous nomme les 18 titres que j'ai abandonnés, alors que d'un côté, il n'y a rien de palpitant parce que je ne pense pas jamais les reprendre et les réessayer. Puis de l'autre côté, il y avait comme pas de chair à canon pour vous expliquer plus en détail pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Cette année, je sais pas si je vais encore une fois les noter, au moins juste pour avoir la quantité, mais même à ça, c'est comme, à la limite, je trouve que c'est quasiment d'un désintérêt. C'est ça, je suis en réflexion par rapport à ça, puis je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai quand même fait des modifications par rapport à ces livres-là. Je ne les mets plus de l'avant sur Instagram juste pour dire que je les ai abandonnés. Habituellement, je fais un petit bref commentaire dans mes vidéos, mais je pense que de plus en plus, je vais juste pas en parler. Parce que, à moins que ça soit du juice puis ça soit bien fun de vous dire pourquoi je l'ai abandonné, j'ai l'impression que la majorité du temps, c'est juste vraiment plate. C'est juste, je n'ai pas aimé ça. Voilà où est-ce que j'en suis par rapport aux abandons. Et sur Goodreads, ils sont encore marqués que je les ai abandonnés. Vous en parlez plus précisément, je vois de moins en moins l'intérêt parce qu'on dirait que j'ai rien à dire sur le fait que je les ai abandonnés. Ça ressemble un petit peu à ça. Je veux pas m'étendre plus que ça. J'ai pas envie de sortir plus de statistiques. Cette année, je veux que ça soit une magnifique année lecture et je compte remettre les personnes qui
m'ont fait vivre des magnifiques lectures. Ah, j'ai oublié de parler aussi de Valérie Jessica Laporte qui avait écrit Méconnaissable. Elle en a écrit un autre, je pense que c'est Asymétrique, que je pourrais peut-être tenter. Donc, on est dans cette sphère-là, d'aller dans les trucs qui me tentent, d'aller dans les trucs qui ont déjà fonctionné et de revoir si ça fonctionne encore. Voilà ma genre de transition entre 2024 et 2025, là où je mets mes yeux, où je mets mes énergies, parce que, mon Dieu, il n'y a rien de mieux qu'avoir des bonnes lectures en rafale. Hein? Au début, lorsqu'on redevient un lecteur très fréquent, c'est ça qui se passe, mais à un moment donné, ça se perd parce qu'on en lit beaucoup. J'avais comme cette réflexion-là que c'est un peu comme nos relations amoureuses dans notre vie. Tu sais, notre premier chum, c'est comme « wow ». On n'a pas nécessairement de critères de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, mais lorsque cette relation se termine, si elle se termine, mais là, après, il y a des comme « je veux plus ça ». Mais j'aimerais ça encore. Donc, la deuxième fois qu'on a une relation, ben, on est un petit peu plus pointilleux, puis on a plus de comparaisons. On commence pas à sortir avec n'importe qui. Donc, la lecture, je trouve que c'est un petit peu comme ça. Tu sais, au début, on embarque dans la lecture, on trouve que tout est excellent. On n'a jamais vu des cas de figure comme ça. On n'a jamais vu des histoires qui ont ces plot twists, qui ont ces revirements de situation. Puis là, éventuellement, on devient quand même de plus en plus difficile. On a des cas de figure en tête. Ah, j'ai déjà vu ce renversement-là ou cette histoire-là, cette thématique-là écrite de telle façon, mais mieux. Fait que, tu sais, je suis pas impressionnée par ça actuellement. Donc, je vais continuer dans le chemin de ceux qui m'impressionnent et de ceux qui m'ont fait vivre des choses. Alors, voilà la fin de ma petite vidéo chit-chat de discussion, de réflexion, d'analyse un petit peu de ce qui a fonctionné ou pas en 2024 pour que le tout fonctionne, ma foi, encore mieux en 2025. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.